Merci pour votre présence et pour certains d'entre eux pour leur fidélité à ce colloque-là, avec une coloration donc particulière pour cette année, puisque jusqu'à présent nous étions beaucoup restés dans le champ des applications thérapeutiques. Là, on a ouvert bien sûr la thématique. Mais il y a bien sûr un lien, et Mauricio l'a un petit peu évoqué, avec la dimension du thérapeutique, et c'est ce lien-là que je vous propose en fait d'explorer dans cette communication. Le lieu de la psychothérapie est souvent perçu comme étant un espace de parole, d'analyse, d'élaboration, et puis c'est là où le patient va déposer un certain nombre de conflits, de souffrances, et on va ensemble précisément les aborder et puis les démêler lorsque cela est possible. Dans cet espace de psychothérapie, bien que peu d'écrits en fassent référence jusqu'à récemment, il y a des expériences qui sont vécues, qui relèvent d'une autre forme d'exploration de soi, et avec, en tout cas, je vous ai mis 3 critères particuliers qui caractérisent ces moments-là, c'est-à-dire une modification profonde de l'état de conscience, l'état de présence, un relâchement du contrôle cognitif et une immersion sensorielle et intense. Et c'est précisément ce que on a appelé des moments de transe, pour sortir également le terme du champ simplement du domaine de l'anthropologie, pour pouvoir arriver à comprendre et entrer dans ces phénomènes-là. Je vous ai rappelé la deuxième partie de la définition avec laquelle nous travaillons, notamment sur le laboratoire psychopathologie et processus de changement sur ces questions de la transe, juste pour se refixer des idées et de définir la transe comme étant un état non ordinaire de conscience qui inclut un élément de brusquerie qui va s'imposer au sujet, autrement dit un événement qui fait perdre les points de repère habituels en bousculant ses sens, sa façon de percevoir la réalité, le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique, transitoire. Et cet événement peut être soudain ou anticipé, unique ou répété, relevé de circonstances normales ou pathologiques. Dans tous les cas de figure, c'est le sujet lui-même qui peut décrire l'état de transe dans lequel il est plongé. Et ça va être toute l'importance de la parole et de la phénoménologie dans cette définition-là. Le mot important, c'est le mot de brusquerie. C'est une rupture qui s'organise, qui n'est pas une cassure. Ça va plutôt être une ouverture vers un espace intermédiaire où les rapports de la personne avec l'être, c'est-à-dire précisément sa dimension de la phénoménologie, vont être bousculés. Et puis c'est aussi cette brusquerie, un moment de transgression des frontières entre le corps, l'esprit, la spiritualité et puis le contexte ou l'environnement. Et c'est précisément cette transgression-là, comme j'y reviendrai tout à l'heure, qui va être propice à la transformation par un acte créateur. L'hypothèse qui va nous guider et auquel je vais vous proposer quelques éléments de réponse va être de savoir si la transe peut être envisagée comme un moment quasi artistique où le sujet expérimente en psychothérapie une plasticité identitaire nouvelle en explorant des possibles inédits. On va évidemment pas revenir sur ce qu'est la psychothérapie, sa définition, son histoire, etc. Mais peut-être 2 points de repère. D'abord, de situer la psychothérapie comme un lieu de rituel, et c'est peut-être une façon différente de voir la psychothérapie par rapport à d'autres perspectives, et puis ensuite on la définira comme étant une somme de moments particuliers. D'abord, la psychothérapie comme étant un lieu de rituel. Le lieu psychothérapeutique possède des invariants, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde un peu le processus thérapeutique, il y a toujours une rencontre particulière dont la base est la parole du patient, le fait qu'il y ait une souffrance qui va être formulée, qui va être transformée en signe clinique, qui donne lieu à des évaluations avec parfois des supports, et la nature des supports va évidemment varier selon les cultures et les contextes. Puis il va y avoir par l'officiant un diagnostic qui va être porté, pour qu'ensuite il y ait une démarche thérapeutique qui soit installée et que cette démarche thérapeutique puisse être par la suite évaluée, c'est-à-dire voir ce qui a bougé et comment les choses ont bougé. Et en fait, ce processus-là est un processus qui est un invariant, c'est-à-dire, quelles que soient les modalités de pratique et d'intervention à visée thérapeutique, on retrouve toujours ce même schéma-là, mais ce sont finalement la nature à la fois des supports et la nature des références que va avoir la personne qui accueille celle qui est en souffrance, qui va varier. Mais on retrouve ce schéma-là. De la même façon, on va systématiquement retrouver, et c'est vrai pour le lieu de la psychothérapie également, des rituels qui vont être structurants. On trouve toujours un cadre, c'est-à-dire que le champ du thérapeutique n'est pas un champ qui est désordonné, c'est quelque chose qui est particulièrement cadré. On retrouve également une mise en scène.
la mise en scène va être cet ensemble de symboles que l'on va présenter d'une certaine façon, mais aussi une architecture dans la façon de s'adresser à l'autre et de construire une démarche par rapport à cet autre. Il y a toujours un officiant, c'est-à-dire quelqu'un à qui on délègue le pouvoir ou la possibilité de pouvoir aider l'autre en situation difficile. Et on retrouve aussi systématiquement, quelles que soient les modalités de prise en charge, dont les psychothérapies, l'utilisation d'un certain nombre d'objets qui va être plus ou moins symboliquement marqué, mais il y a bien sûr des objets qui participent aussi au champ de la psychothérapie. Alors ça peut bien sûr être des psychothérapies à médiation, hein, mais le simple fait également que l'on puisse utiliser dans la phase d'évaluation des échelles ou des tests sont aussi des objets qui sont symboliquement notés. Si je prends un exemple parmi d'autres, le test du Rorschach est censé être, au début en tout cas on le pensait, un test qui était universel avant de se rendre compte qu'il était très culturellement codé. C'est-à-dire que les réponses qui étaient apportées ne pouvaient être lues que dans un système d'appartenance qui était le système de la pensée occidentale, même s'il a été pendant un temps employé sur d'autres populations. Et cette dimension du symbolique et du culturellement donné n'est pas toujours visible, j'y reviendrai tout à l'heure, lorsque l'on participe de la culture que l'on met en œuvre. Et pourtant, on retrouve systématiquement ces éléments-là. Si l'on parle également de la psychothérapie en tant que lieu, il faut aussi s'intéresser à deux moments qui vont nous permettre de pouvoir nourrir notre réflexion tout à l'heure. C'est la question de la répétition, c'est-à-dire séance après séance, consultation après consultation, l'ensemble des éléments que j'ai mis à la diapositive précédente, l'officiant, le cadre, l'utilisation des objets, etc., va se répéter. Cette dimension de la répétition va être importante, et on a cité tout à l'heure, Mauricio citait tout à l'heure Milton Erickson, qui montrait précisément que notamment dans le champ de l'hypnose, mais pas que, c'est la répétition qui va permettre aux effets de pouvoir s'installer. Il n'y a pas une dimension magique, il faut qu'il y ait un cadre fixe qui puisse se donner à voir à chaque fois. Et puis, il y a cette dimension du symbolique, également du rituel, qui est associée à cette répétition. Répétition et symbole associés à ce cadre tel qu'il va être déployé selon les éléments que j'ai indiqués précédemment, va installer 4 dimensions particulières qui vont favoriser les effets psychothérapeutiques. D'abord, le cadre va être sécurisé, ce qui va permettre l'émergence de ces phénomènes de transe. Les phénomènes de transe ne sont pas, je répète le terme, sauvages, c'est-à-dire ils apparaissent dans un contexte donné. Et le contexte va être en partie, au moins, inducteur des phénomènes qui vont être observés. La notion de sécuriser, même si souvent on parle de la notion de confiance, en fait, la dimension de sécuriser est le premier élément important. Notamment quand on parle d'alliance thérapeutique, de relations thérapeutiques, on parle souvent de cette dimension de confiance, et les écrits sont là-dessus très clairs. C'est la sécurité qui va déterminer et qui va influencer la survenue des éléments qui vont être présents par la suite, et notamment la question de la transe. C'est également la répétition et la symbolique qui va permettre l'espace de transformation pour pouvoir se réinventer. Je le disais tout à l'heure, c'est parce que le patient se reconfronte à lui-même et qu'il va devoir peupler de façon différente que la question de la transformation va pouvoir être installée. Il y a une signification collective qui va être là, c'est-à-dire que, alors, je connaissais pas la citation de Trudinesco tout à l'heure avec 500 formes de psychanalyse, mais pour autant, lorsque l'on parle, ne serait-ce que du mot cure psychanalytique, lorsque l'on parle de respiration holotropique, lorsque l'on parle de thérapie cognitive comportementale, lorsque l'on parle de MDR, etc., ces signifiants-là, ces mots-là évoquent immédiatement des représentations dans la culture qui les a vues naître et qui les met en œuvre. Et donc cette dimension-là symbolique et ces activations qui vont être présentes sont également là pour nourrir la signification collective. Lorsque vous avez quelqu'un qui indique « Tiens, j'ai commencé un travail thérapeutique de telle et telle manière », immédiatement, l'autre va activer ces significations collectives, va pouvoir également avoir une représentation de ce qui se passe et va pouvoir répondre en fonction de ça. Je reviendrai sur cette dimension tout à l'heure. Et puis la quatrième dimension qui apparaît avec cette notion de répétition et de symbolique, c'est l'installation du lien dans un monde non fini. Je vous le disais tout à l'heure, il est très compliqué de pouvoir évaluer ce qui se passe dans la culture qui nous a vu naître et qui nous a été transmise de façon directe ou indirecte. Et en particulier, souvent, lorsque l'on discute avec les gens,
et notamment des pratiques qui sont des pratiques qui n'existent pas dans notre culture. Il y a souvent une fascination pour la dimension d'un monde ou la perception d'un monde qui serait un monde présenté comme non fini, un monde avec une certaine des êtres qui seraient là avec un pouvoir particulier, ou en tout cas des mondes invisibles qui seraient possibles de connecter. C'est perçu également comme étant un monde dans lequel on est confronté à la petitesse de l'humanité, avec une tentative de pouvoir transcender cette dimension-là. En fait, et puis donc la finalité, dans la plupart de ces prises en charge culturellement situées, elle est précisément de se relier, c'est-à-dire d'aller toucher le moment dans lequel on a la perception de n'être plus qu'un. C'est-à-dire que notre moi, notre individualité, finirait par se diluer jusqu'à faire partie de ce grand tout, le grand tout étant à la fois les éléments animés bien sûr, mais aussi inanimés. Et souvent ces éléments-là, c'est-à-dire cette perception du monde et cette importance en fait du grand tout, on a l'impression que notre culture ne l'apporte pas. Or, en fait, notre culture l'apporte également. C'est-à-dire que là aussi, il y a la question des invariants, mais lorsque l'on parle de la psychothérapie, on parle d'un espace dans lequel les personnes vont précisément se confronter à la difficulté du monde, qui est un monde incertain, qui est un monde qui est complexe, qui est un monde qui rend confus, qui nous confronte à notre propre vulnérabilité et finalité, dont le but est de se relier à quelque chose de l'ordre de l'humanité. En fait, ce qui change, c'est le dispositif. C'est-à-dire comment notre culture a mené, ou plutôt propose, de vivre ces éléments-là, de reliance, de lien, de finalité, de grand tout, au travers d'un dispositif qui est le dispositif auquel la culture ou notre civilisation les a forgés. Mais on retrouve ces éléments-là, et ces éléments sont liés précisément à ces effets de répétition et de symbolique. Psychothérapie, oui, pardon, j'ai oublié cette diapositive importante. Ce que je viens de définir, en fait, c'est la notion de sacré. La notion de sacré, bien souvent, est une notion qui est d'abord qui fait très peu partie des publications scientifiques dans le champ de la psychothérapie, quand même, il faut le reconnaître. Et souvent, la notion de sacré, elle est également très connotée. C'est-à-dire, elle est considérée comme se rapprochant du phénomène religieux, et donc c'est un mot dont, en tout cas en science, on a souvent peur. Mais en fait, la notion de sacré, c'est exactement la définition que je viens d'en donner, c'est-à-dire c'est le fait de se confronter dans un moment donné, dans un lieu donné, à quelque chose qui à la fois fascine et qui fait peur. C'est ça la définition du sacré. C'est-à-dire je tends à la fois pour essayer de vivre quelque chose de plus grand que moi, et en même temps, je vais être confronté à la possibilité que ce plus grand que moi me détruise. Que vous soyez dans des types de suivi avec médiés ou pas par des psychédéliques, médiés ou pas par tel ou tel type de respiration, etc., le moment de la transformation et le moment où vous vous confrontez à vos angoisses, et particulièrement à l'angoisse de mort, le moment où le risque de la dissolution et de la disparition va se poser. Et c'est en ça que ces espaces sont considérés comme étant sacrés, c'est-à-dire une tentation, ou plutôt être appelé par quelque chose qui va être plus grand que soi, et en même temps le fait que ce plus grand que soi ne soit pas forcément bienveillant, ou en tout cas nous confronte à quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité. Donc cette définition du sacré est aussi quelque chose qui va être présent dans les psychothérapies, et en particulier dans les moments qui sont très ritualisés et qui vont correspondre à cette nécessité de rendre le plus intense possible des éléments de l'ordre de la banalité ou du quotidien que le patient va nous emmener. Et précisément, évidemment, vous me voyez venir, les moments d'intensité vont être les moments de transe. On peut voir aussi la place des trans dans les psychothérapies comme étant pas simplement une organisation de lieu, mais une organisation de moments. Et là aussi, pour ceux qui ont l'habitude de ces dispositifs, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je ne fais que les rappeler pour ensuite installer le lien avec l'artistique. Les patients, en fait, avec les trans, vont pouvoir accéder à des registres à la fois sensoriels, émotionnels et représentatifs qui vont échapper aux processus relationnels qui vont être habituels. Et c'est la mise en mouvement de cette transgression, de ce grand mélange, en fait, entre ces dimensions-là, qui va constituer l'acte créateur. Non pas, dans le cas de figure de la psychothérapie, la construction d'une œuvre particulière, mais plutôt pour le patient, la capacité à pouvoir engendrer du nouveau en soi, à reformuler son récit personnel et à explorer des possibles qui seraient inédits. Autrement dit, il y a un élément là qui va être important, qui va être de dire, de prime abord, il semble y avoir une distinction entre la psychothérapie et l'acte créatif comme on peut le rencontrer dans les arts et dans la culture, qui est porté par l'intention. Dans un cas, il y aurait une intention qui serait le fait d'accompagner une production de nature artistique, et dans l'autre cas, il y aurait une intention qui serait l'évolution de soi immédiate. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'évolution
dans l'artistique, mais je parle vraiment d'intention immédiate, une intention de transformation et dans certains cas de figure, une intention de métamorphose, c'est-à-dire le fantasme parfois apporté par le patient qu'il a la possibilité de pouvoir s'auto-engendrer de façon tout à fait différente. On va rencontrer ça dans les formes de psychothérapie et la particularité, ces moments de transe dans lesquels il y a ces bouleversements qui vont être là, la particularité c'est que, en fait, lorsque l'on regarde les différentes modalités de transe, on se rend compte que ces moments particuliers de transe existent dans toutes les formes de psychothérapie telles qu'elles existent en Occident. Alors elles vont pas forcément être appelées de la même manière, elles vont pas forcément être conceptualisées de la même manière, mais en tout cas, pour qu'il y ait changement et psychothérapie, ces moments intenses, ces moments dans lesquels il y a ces bouleversements, ces moments de recomposition de soi, sont des moments qui sont particulièrement décrits dans la littérature. Alors, je vous ai mis qu'un exemple avec la notion de peak experience qu'avait amené Maslow, et qui peut servir en particulier à pouvoir identifier et décrire ces phénomènes-là. Mais on pourrait bien sûr utiliser d'autres appellations et d'autres modélisations. C'est en tout cas les moments de transe, ces moments qui vont apparaître lorsqu'il y a des instants dans lesquels il y a une conscience fulgurante qui va être là, un relâchement émotionnel important où la personne a l'impression que cette émotion ne sait pas d'où elle vient, est en train de la déborder, et des moments parfois de restructuration de l'histoire personnelle. Là aussi, je ne vais peut-être pas forcément être très loin là-dessus, parce que la parole peut aussi amener à des phénomènes de transe qui ne sont pas tout le temps complètement coupés de la question de la mentalisation. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Les trans, contrairement à ce que l'on pourrait penser, là aussi quand on regarde les évaluations de ces moments-là qui ont été faits, ne sont pas en fait des temps de déformation de la réalité soi-monde. Ce sont en fait des moments de suspension. C'est-à-dire l'individu dans son fonctionnement, dans son rapport en fait au soi-monde va être suspendu. Il n'est pas dans une capacité habituelle de pouvoir se positionner, et c'est ce moment de suspension qui va donner lieu à une transformation. Husserl avait parlé de l'attitude naturelle, on peut étendre cette notion en considérant que l'attitude naturelle serait cette façon d'être au monde habituel, c'est-à-dire progressivement on la construit par notre culture, par nos habitudes, par les expériences de vie, et les moments de transe seraient ces moments dans lesquels on va précisément connaître des distorsions dans cette façon de vivre les choses, dans cette façon de rentrer dans l'expérience, avec la particularité que dans la plupart des cas, parfois on peut tomber à côté, mais dans la plupart des cas, là aussi, la fonction de ces moments de transe en psychothérapie sont des fonctions adaptatives. C'est-à-dire que en dehors de situations tout à fait spécifiques, les trans sont aussi le moyen pour l'individu de maintenir une certaine forme d'homéostasie. Autrement dit, de continuer à être la personne que l'on est, mais à se positionner autrement dans son rapport à l'existence, ce qui va engager un travail de transformation beaucoup plus en douceur que le simple moment de la transe et qui permet de pouvoir se préserver soi tout en devenant quelqu'un d'autre. Dans les moments de transe, contrairement là aussi à ce que finalement l'instinct, l'intuition pourrait nous guider, dans les moments de transe, l'intégration n'est pas immédiate. Et souvent on fait cette erreur quand on parle de transe, de considérer que lorsqu'il y a un moment avec une intensité émotionnelle, le changement est là. Et en fait, les choses sont plus complexes. Lorsqu'il y a un moment de transe avec une intensité émotionnelle qui va être présente, il y a ce moment de suspension de l'individu par rapport à sa façon habituelle de pouvoir ressentir les choses, et par la suite, il va y avoir éventuellement une intégration, mais ce qui vient d'abord, c'est une désagrégation. On peut tout à fait avoir des moments de transe extrêmement intenses, et ne pas changer derrière, comme il peut y avoir des moments de transe qui ne vont pas avoir une intensité folle, mais dans lesquels il va y avoir cette suspension, ce moment particulier, dans lesquels on va vivre les choses, et qui, par contre, là, va mener à un moment dans lequel on va pouvoir intégrer ce qui est en train de se passer. Et donc, désagrégation et intégration ne se passent pas au même moment, et le moment de la transe, c'est le moment de la désagrégation, le moment de la suspension, et non pas le moment du changement, ce qui veut dire que dans le cadre psychothérapeutique, il va falloir autre chose. Le cadre psychothérapeutique n'est pas là simplement pour susciter des moments de transe, il est là pour amener des moments qui vont être des moments intenses, dont il va falloir ensuite reprendre avec la personne à la fois la nature, l'expression et la place, c'est-à-dire travailler l'intégration. La particularité du dispositif psychothérapeutique, c'est qu'elle installe en fait trois cadres en même temps.
un cadre dans lequel on va parler du cadre égocentrique, je suis, c'est-à-dire on va emmener la personne à pouvoir ressentir les choses, un cadre allocentrique, c'est-à-dire la personne, il est demandé à la personne de mettre des mots sur son vécu, c'est-à-dire de prendre une position d'observation. L'alliance entre les deux, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle la dissociation, mais aussi un temps, et ça c'est vraiment très propre au cadre thérapeutique, narratif, c'est-à-dire je me raconte. Pour qu'il y ait une reconstruction de sa mythologie personnelle, pour qu'il y ait une intégration de la personne concernant ses expériences, et notamment ses expériences intenses amenées par la transe, il y a la nécessité que quelque chose soit repris par des mots. Je ne dis pas que ça n'existe que dans les psychothérapies, ça peut exister dans d'autres dispositifs groupaux bien sûr, mais il y a souvent un mythe qui est de considérer que, on essaye absolument d'avoir une intensité de transe pour que les choses se passent, et s'il y a cette intensité, c'est que tout est OK. C'est possible évidemment du côté du récréatif, mais du côté du psychothérapeutique, c'est vraiment l'alliance entre ces trois cadres qui va installer la question de l'intégration. Là aussi peut-être de revenir, et ensuite je passerai sur le lien avec l'artistique, sur peut-être une mésentente qu'il y a de temps en temps concernant ces dimensions-là. On considère assez facilement que ce qui est commun à l'humanité, ce sont ce que j'ai rapidement mis là, le cognitif, c'est-à-dire que notre façon de pouvoir penser, percevoir, intellectualiser, etc., serait ce qui serait commun à tout individu, quelle que soit sa culture, quel que soit l'endroit où il vit sur le globe, etc. Et en fait, cette dimension-là n'est pas exacte. Ce qui est commun à l'humanité, à vous, moi, mais aussi à une personne qui va se trouver à 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres, c'est en fait nos structures neurobiologiques. La dimension universelle, c'est le corps dans ce qu'il peut avoir de plus substrat organique possible. La deuxième dimension, ça va être la dimension de la culture et des expériences de vie. Autrement dit, lorsqu'un individu naît, il va appartenir à l'humanité du fait de cette structure biologique qui va être présente, mais ce qui va le construire en tant qu'individu, c'est son appartenance culturelle et c'est l'ensemble des expériences de vie qu'il va faire dans ce cadre culturellement donné. Et la cognition, c'est-à-dire la façon de percevoir le monde, de porter une explication dessus, de pouvoir avoir un jugement sur les choses, le cognitif, n'arrive qu'en dernière ressource. Autrement dit, ce qui explique, bien souvent, il y a deux incidences, enfin, il y en a plus que ça, mais deux incidences à ça. La première, c'est que on considère que tous les écrits qui existent, par exemple, sur les pratiques qu'il peut y avoir dans tel ou tel pays, notamment d'Amérique du Sud, sur des expériences qui sont faites avec des substances, etc., seraient des pratiques qui devraient s'appliquer également à quelqu'un qui a vécu ici à Paris toute sa vie. En fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la culture, les expériences, les attentes vont en partie déterminer ce que vit la personne, bien au-delà du cognitif et de l'intention qu'il peut y avoir. La deuxième dimension, c'est que c'est pour ça aussi, alors dans le champ scientifique, je fais une parenthèse, qui est pas mal de chercheurs ici, dont une importante représentation au HESS, et je les remercie beaucoup, et c'est pas simplement parce que leur bâtiment est à côté, je les remercie également pour leur fidélité de présence à ce colloque, je referme la parenthèse. Également dans le champ scientifique, c'est aussi le leurre qu'il y a à parfois nous guider ou se laisser guider dans précisément les structures psychothérapeutiques, les effets psychothérapeutiques, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour un individu, en fonction d'indications, en faisant appel à des articles qui en fait sont issus de cultures différentes, notamment de cultures nord-américaines, en considérant que un État usien, c'est comme un Français. Un Britannique, en fait, ça peut être tout à fait assimilable à un Belge, à un Suisse, etc. Or, cette pensée est profondément fausse. C'est-à-dire le fait de considérer que parce qu'on est dans une culture occidentale élargie, ce qui est vrai pour un Américain le serait également pour des Français, qu'il suffit d'appliquer les mêmes normes psychothérapeutiques en France comme aux États-Unis pour que ça fonctionne, c'est totalement faux. Et ça, on a 70 ans d'histoire sur la psychothérapie qui le montre, mais on continue néanmoins à le faire, toujours en science, et à considérer que les études étalons, ce sont les grandes cohortes dans les systèmes anglo-saxons, etc., qui nous permettent de savoir quel est le mieux pour l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas échapper à sa culture, et c'est la culture et les expériences qui déterminent les choses. Là où je veux en venir, c'est que lorsque quelque chose ne rentre pas dans notre système de pensée, on a tendance à vouloir le mettre de côté. Les pratiques dont il est question ici, et notamment les pratiques de transe évidemment, y compris les trans à visée psychothérapeutique, pour cette raison-là, se sont vues longtemps, et encore assez il faut le dire, cataloguées comme étant de l'ordre de l'irrationalité. Et j'en profite pour faire un hommage à Charles Tart, qui était un professeur de psychologie qui nous a quittés récemment, qui a beaucoup
souffert dans sa carrière de cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il s'intéressait notamment à ce qu'on appellerait aujourd'hui les expériences anomales, d'une façon absolument irréprochable scientifiquement, avec des apports tout à fait importants dans l'histoire, à la fois de la psychologie, à la fois également des expériences d'un individu, mais aussi dans le champ de la compréhension des phénomènes de la conscience. Néanmoins, le fait qu'il aborde par des expériences qui sont considérées comme étant trop en marge de la science étalon telle qu'elle était désignée, a fait qu'il était soupçonné de trop s'intéresser à quelque chose de l'ordre de l'irrationalité pour pouvoir être sérieux, et c'est un peu ce que disait aussi Mauricio concernant la situation qui était présente en Brésil. Moi, je vous propose de changer ce terme-là et de considérer, pour pouvoir être serein par rapport à ces questions de la transe, notamment dans le champ des psychothérapies, et d'en avoir moins peur dans le champ notamment de la psychologie, c'est de les nommer non pas comme des expériences irrationnelles, mais comme des expériences arrationnelles. C'est-à-dire le A privatif, c'est-à-dire qui sort d'une rationalité telle qu'elle est d'habitude convenue, mais qui pour autant ne va pas au-delà de la limite, telle que la limite peut être définie pour pouvoir définir un objet auquel on va s'intéresser. Ces expériences irrationnelles s'intéresseraient, et là je fais appel à une chorégraphe, Bickel, qui a écrit un très très bon ouvrage sur la transe et les arts. Cette expérience-là, ou en tout cas cette façon de voir les trans, saurait s'intéresser particulièrement à la façon dont sont mêlées les cognitions, l'intuition, l'émotion, le corps et la spiritualité. Alors on en vient à cette hypothèse initiale, est-ce que la psychothérapie peut être considérée comme étant un moment quasi artistique ? Comme je l'ai évoqué, la transe et la création artistique partagent une logique d'exploration et de perte temporaire de contrôle. L'acte psychothérapeutique comme l'acte artistique sont des actes qui en soi sont des actes de création, ne serait-ce que parce qu'ils font appel à la transgression via la transe. Par nature, une création est quelque chose qui transcende les règles, non pas qui les ignore, non pas qui est dans une invention pure, mais qui transgresse les limites pour pouvoir vivre et forger d'autres appréciations. J'ai mis 3 transgressions, comme quoi vraiment la transgression est très importante. Et je crois que d'ailleurs que dans les interventions que l'on va avoir d'ici à demain soir, il y aura beaucoup d'exemples de cette transgression dans la rationalité qui va être important. Mais effectivement, ensuite, il va y avoir cette notion que l'individu devient artiste en psychothérapie de sa transformation, mais qu'il a besoin pour ça, ce que je disais tout à l'heure, d'un chorégraphe particulier, c'est-à-dire le thérapeute. Le thérapeute doit lui-même, pour pouvoir accompagner ces moments intenses, être dans ce qu'on peut nommer ici une transe libre, c'est-à-dire de pouvoir laisser aller ses propres processus dans ces phénomènes à la frontière d'eux, de quitter quelque chose de l'ordre de la raison pour aller dans ce mélange tel qu'on l'a décrit auparavant. Et donc la particularité dans cette façon de voir la psychothérapie comme étant un moment quasi artistique serait de considérer que le moment quasi artistique survient lorsque l'individu est dans cet entre-deux. Bickel parlait de moment liminal, vraiment à l'intersection entre les deux. C'est-à-dire le thérapeute qui est à la fois bien sûr dans une observation et qui doit répondre au cadre psychothérapeutique tel qu'elle a été culturellement codée dans la civilisation où il intervient, etc. Donc bien sûr être garant de cette dimension-là pour avoir les quatre dimensions, sécurité, etc., que je dessinais tout à l'heure. Mais il doit aussi être capable de pouvoir rentrer dans ses propres moments intenses, c'est-à-dire dans ses propres confusions en lien avec le corps, les perceptions, etc., etc., qui vont lui permettre de pouvoir saisir quelque chose de l'ordre du patient et l'accompagné, qui lui-même a fait cet effort, ou plutôt a été saisi par des moments dans lesquels les limites vont être bouleversées. Vu le temps qui passe, je vais peut-être juste aller directement à la deuxième. La création, qu'elle soit artistique ou psychique, ne résulte pas en fait d'un simple effort volontaire. Il faut qu'il y ait une capacité et même un consentement, j'aurais pu mettre le mot, à accueillir l'inattendu, à naviguer entre le connu, l'inconnu, entre les différents mondes possibles, pour reprendre l'expression d'Arnaud Plagnol. Actuellement, vous avez un podcast de Kern Info en fait, que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet, dans lesquels Arnaud présente cette notion de monde possible qu'il développe. Mais il faut effectivement qu'il y ait un consentement à aller dans ces zones-là si particulières, et peut-être aussi d'aller un peu plus loin dans la définition de la transe, en tout cas telle qu'on
l'entend en psychothérapie, c'est-à-dire pas simplement comme étant un moment qui définit une expérience sensorielle, mais peut-être aussi comme une expérience sensuelle. La dimension de la sensualité, je vous propose de la voir comme étant ce moment dans lequel il y a classiquement le corps, les émotions, la relation au monde, hein, le rapport soi-monde que j'indiquais, mais aussi cette définition du sacré telle que je vous l'ai proposée à la suite de travaux autour de la spiritualité dans le champ de la psychothérapie. C'est-à-dire lorsque l'on intègre cette question de la limite, cette notion de l'incertitude, de la complexité emmenée par un objet qui à la fois nous fascine et nous fait peur, on serait dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une expérience sensuelle. En conclusion, on a donc une transe qui suspend le langage rationnel et qui ouvre à une autre forme de narration, plus intuitive, plus métaphorique. Lorsque j'ai écrit ça, je pensais à un auteur qui est Alan Blackley, qui est un professeur de psychologie et je crois aussi de pédagogie, si ma mémoire est bonne, qui en fait a beaucoup travaillé sur la notion de poésie en lien avec l'éducation. Et en particulier, c'est un fervent défenseur de l'utilisation de la poésie dans la formation initiale des médecins, plus largement des professions médicales et paramédicales. Il n'a pas inclus les psychologues, mais il aurait pu effectivement le faire. Et en fait, son propos est intéressant. Il dit installer la poésie dans les formations initiales permet de pouvoir familiariser le futur professionnel de santé ou psychologue à la perception à la fois de l'incertitude, parce que la poésie n'est pas directement lisible, de la complexité, puisqu'elle emmène à pouvoir ressentir beaucoup plus qu'à pouvoir analyser, et précisément à guider vers cet acte créateur une fois qu'ils seront auprès des patients. Et il milite pour cette dimension-là, c'est-à-dire pour une utilisation de cette forme très particulière de métaphore qui est la poésie dans l'initiation des personnes au métier d'accompagnant et de thérapeute en particulier. Bien sûr, la symbolique est présente en toute chose. Il n'y a pas fondamentalement de différence entre une amulette et un médicament. Je ne parle pas du principe actif, je parle de la notion de pharmacon et de la façon dont symboliquement un objet va être investi par le patient et qui va lui donner voilà, une forme, une représentation, un pouvoir particulier. Donc, dans nos systèmes à nous de sciences, on va appeler ça effet placebo, bien sûr, etc., comme étant effet thérapeutique, peu importe les termes. En tout cas, par nature, il n'y a pas de différence entre les deux. Et encore une fois, je ne parle pas du principe actif, je parle de la façon dont il va s'installer dans la relation entre deux personnes lorsqu'on va l'utiliser. Les métaphores sont aussi très utilisées, bien sûr. Elles sont très utilisées, quelle que soit la culture, avec des connotations qui vont être différentes suivant les cultures, et particulièrement dans les pratiques de transe, et notamment l'hypnose, mais pas que, on fait appel à des métaphores à foison. Je vous propose de terminer peut-être en allant vers une forme particulière de façon de voir les métaphores et de considérer que ces métaphores pourraient ne pas être uniquement des images qui se promèneraient tranquillement dans notre psychisme et puis à l'intersection, dans l'entre-deux avec le patient, de temps en temps, on donnerait une métaphore de façon à ce qu'elle puisse être travaillée. Mais on pourrait s'intéresser au fait que la métaphore, et ça aussi l'ensemble des études portant sur les métaphores le montrent, ne sont pas une construction aléatoire du réel, elles sont le réel, elles convoquent le réel et elles influencent nos expressions. Pas simplement les expressions, en psychologie du développement on montre aussi que l'utilisation des métaphores est très importante dans le développement, dans le devenir humain, mais en tout cas, la nature d'une métaphore est précisément de convoquer réellement le réel et de pouvoir influencer son existence. Peut-être que l'on pourrait voir précisément l'utilisation des métaphores, notamment dans le champ des psychothérapies, comme étant le produit évidemment de notre esprit, bien sûr, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre d'une image que l'on va forger, mais aussi peut-être dans leur nature de renvoyer aux esprits, au pluriel. Et peut-être que les métaphores, lorsqu'on les manie, lorsqu'on amène la métaphore d'une rivière, lorsqu'on amène la métaphore d'un arbre, lorsqu'on amène la métaphore d'un labyrinthe urbain, etc., ne seraient pas finalement uniquement qu'une façon de vivre une image mentale, mais serait aussi le fait de convoquer dans sa chair, dans son sang, dans ses articulations, dans ses muscles, c'est-à-dire dans sa sensorialité, pour le patient et pour soi-même, la convocation de quelque chose, et que dans d'autres cultures on appelle les esprits, et que je vous propose, et je terminerai là-dessus, d'appeler nos esprits irrationnels. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Nathalie, elle nous invitait tout à l'heure à peut-être se laisser entrer en transe en écoutant. Alors je ne sais pas si c'est la rapidité de ton élocution qui a été relevée dans le chat qui crée aussi cette confusion propice à la transe. Mais en tout cas, des fois, les éléments que tu peux apporter, qui peuvent être apportés,
crée aussi quelque chose qui vient réinterroger notre rapport au réel, notre rapport à la transe. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, allez-y. Bonjour, j'ai suivi la conférence dans le tram avant d'arriver. Je voulais revenir à la création artistique et thérapeutique. Moi, j'ai remarqué quand même que beaucoup d'accompagnés passaient un cap quand elles se rendaient compte de leur créativité et de leur création. Et quand ces personnes repartent avec des éléments qui n'existaient pas avant la séance et qui existent après et qui peuvent être développés. Et ce n'est pas seulement une similarité entre création artistique et création thérapeutique, c'est aussi que ça fait partie du process, quoi. Le fait de créer est vraiment un accélérateur de guérison. Oui, je suis évidemment d'accord avec ça. Je suis allé malgré tout un peu vite dans ma présentation, forcément. En fait, pour qu'il y ait ça, je parle vraiment du cadre psychothérapeutique, hein, il faut que la personne soit accompagnée et que, par exemple, vous validiez là que quelque chose vient de se passer. C'est-à-dire que la personne a cette impression-là, bien sûr. Le point de départ, c'est la personne qui va manifester qu'il se passe quelque chose. Mon propos était de dire tout à l'heure, en fait, ça c'est un moment qui souvent est considéré comme étant un moment nécessaire et suffisant. Dans le cadre, et je parle que de la psychothérapie, dans le cadre psychothérapeutique, il est nécessaire, mais c'est aussi les paroles auxquelles va inviter l'accompagnant, le thérapeute, qui va permettre à la personne de pouvoir, je vais réutiliser mon terme de tout à l'heure, recréer sa mythologie personnelle, c'est-à-dire remettre des mots sur ce qu'elle est en train de devenir ou ce dont elle est en train de faire simplement l'expérience et qui lui paraît quelque chose de l'ordre de l'inédit. Donc mon propos était simplement de dire, je rejoins vraiment tout à fait sur le processus, et de dire parfois il y a une confusion entre le moment où le patient rentre dans ce moment si particulier, qui de temps en temps est perçu comme étant la finalité, et dans le champ de la psychothérapie, qui a malgré tout besoin de se relayer. Je me raconte. Je me raconte n'est pas pour le plaisir de se raconter, c'est je me raconte pour arriver à mettre des mots sur notre propre fonctionnement. La culture passe par les mots. C'est en ça qu'on ne peut pas échapper à sa culture. On est parfois confronté à cette difficulté. L'exemple que je donne souvent, c'est parfois le mauvais procès qu'on fait à la question du corps et de l'esprit, en disant mais dans notre culture, on sépare les deux, alors d'autres cultures par contre ne le font pas, ce qui n'est pas exact pour d'autres cultures, mais ne le font pas de la même forme. C'est tout à fait autre chose. Mais en fait, même si je suis dans une perspective extrêmement moniste face à un patient, c'est-à-dire de dire que le patient est à la fois son corps, son esprit, son organisme, comme disait Rogers, il n'empêche que si je dois discuter avec le patient de ce qui se passe, je suis obligé, mes mots vont m'obliger à scinder. C'est-à-dire, on parlait de douloureux chroniques tout à l'heure, c'est vraiment très visible chez les patients douloureux chroniques, c'est-à-dire les patients qui vont dire cette semaine j'ai pas eu de douleur mais ça va pas, ou à l'inverse, le moral ça va mais alors qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que mon corps m'a fait mal, quoi. Et en fait c'est là où la culture s'exprime, c'est-à-dire toute une organisation au travers des expériences de vie, au travers de la transmission, qui va déterminer la façon dont la personne pense au sens large du terme. Et c'est cet accompagnement, en fait, qui va être intéressant par le thérapeute, c'est-à-dire de remettre l'autre dans ce qu'il est en train de vivre avec la singularité que même si on n'a pas l'impression de le faire à ce moment-là, on retransmet quelque chose de l'ordre de la culture, c'est-à-dire du lien, c'est-à-dire du groupe. Même si je suis en individuel avec un patient, lorsque je pose des mots avec lui sur l'expérience qu'il vient de vivre de transe, mon référentiel culturel, celui du patient, celui de cet entre-deux qu'il y a, particulièrement si l'expérience était belle, va le réinscrire dans notre culture, dans nos liens. Et donc effectivement, on n'est pas dans des prises en charge groupales, comme ça peut exister dans d'autres cultures, mais l'autre est également présent. Et la finalité, c'est effectivement ce lien et cette perspective que l'on fait partie d'un tout. On l'exprime simplement autrement. Merci pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. J'aurais deux questions en fait. Je voudrais revenir sur cette distinction que vous faisiez entre processus artistique et processus psychothérapeutique du point de vue de la production artistique. Est-ce que l'art se définit vraiment par la production artistique
Je pense que toutes les avant-gardes aussi depuis des siècles en fait nous montrent que l'art existe par la recherche artistique, détachée aussi de l'idée de finalité, et que beaucoup de formes artistiques justement se déploient par la mise en suspension de la recherche absolue d'une production finale. Bon, on a Paris 8, c'est le lieu évident pour parler de ça. Mais du coup, je me demandais, est-ce que, et ça irait dans le sens de ce que vous disiez, à contre-courant de l'idée que finalement, je sais pas, en introduisant une expérience sous substance psychédélique, on pourrait résoudre les problèmes de douloureux chroniques, etc. Donc d'une thérapie brève peut-être, ou de l'idée aussi du miracle un peu qui était quand même réactivée dans l'expérience d'Erickson qu'on a rappelé tout à l'heure avec la patiente en une seule intervention. Est-ce que finalement, ma question c'est, est-ce que il faudrait pas suspendre l'idée même, enfin la destination thérapeutique pour qu'il y ait thérapie? Je suis là aussi d'accord avec tout, je suis désolé. Y compris sur l'artistique, bien sûr, que je connais bien moins que toi. Donc voilà, mais je suis évidemment d'accord là-dessus. Et même la psychothérapie ne peut pas se réduire à un acte psychothérapeutique tel que je l'ai fait. C'était évidemment pour la démonstration, mais je réduis pas les choses juste à cette dimension-là. Je fais rappel à un autre que moi, c'est Pearls qui a créé la Gestalt thérapie et qui en particulier désignait comme étant l'un des principales difficultés dans l'accompagnement des patients, c'était précisément qu'ils venaient avec le désir de changer. Et Pearls considérait que le gros du travail en psychothérapie, initialement en tout cas, était précisément de voir à quel point, je vais le dire comme ça, ce sont mes mots pas les siens, à quel point il était possible que le patient puisse se décoller de son désir de changer pour que les choses puissent se passer. C'est-à-dire d'arriver à cette suspension, à consentir finalement à la suspension, consentir à vivre autre chose différent, sans avoir l'impression que l'on abandonne une partie de soi. Là aussi, quand parfois il m'arrive de réaborder ce travail-là autrement, j'utilise parfois une grande auteure que vous connaissez tous, qui est Muriel Robin, qui dans l'un de ses sketchs, qui est le salon de coiffure, à un moment donné, donc elle est coiffeuse, elle est en train de s'occuper d'une cliente, et donc la cliente lui explique ce qu'elle veut, et Muriel Robin donc synthétise ce que veut la cliente en disant, donc si j'ai bien compris, on coupe, mais on garde toute la longueur. Et en fait, l'initiative de la psychothérapie, c'est très souvent ça, la première consultation. C'est le patient qui va expliquer à quel point il veut changer, mais à quel point il ne veut pas changer. Alors éventuellement il va dire je veux bien être un peu comme avant, revenir comme avant et toute la difficulté elle est donc voilà, Pearls l'avait dit bien avant, Muriel Robin, mais effectivement ça, c'est-à-dire le moment de suspension est un moment intéressant, mais consentir à la suspension est souvent l'objet du premier travail. On va se laisser le temps pour une toute petite dernière question. Oui, donc je reprends la notion de suspension. Vous avez parlé de l'attitude qu'on suspend par rapport à l'attitude naturelle, et ensuite vous avez dit que par la suite il y a intégration, mais je trouve que vous êtes passé très vite sur la notion de désintégration. Oui. Oui, parce que mon propos n'était pas tout à fait là. Et donc effectivement, pour essayer de ne pas faire trop long, globalement, ce sont tous les écrits qui se sont intéressés à la notion de dissociation. Tous les écrits qui essayent de faire la distinction entre la dissociation, qui est un processus fondamentalement normal dans sa nature, et les phénomènes plutôt on pourrait dire de désintégration, en tout cas de désorganisation de l'individu, qui sont plutôt de l'ordre de la pathologie, comme on peut rencontrer dans la psychose, etc. Et souvent il y a une confusion entre les deux. En fait, là, le mécanisme que j'indiquais, c'était que très majoritairement, c'est-à-dire sauf si le patient a des propensions justement à être du côté de la pathologie, auquel cas il faut pouvoir aménager le dispositif. Le premier mouvement de la transe va être plutôt la dissociation, c'est-à-dire c'est comme si toutes les parties de la personne commençaient à fonctionner de façon quasi autonome. Il y a la pensée d'un côté, le ressenti de l'autre, un élément auquel mon attention va se porter ailleurs, etc. Et la personne perd la perception de son unité entière.
Et le moment de transe, l'une des particularités du moment de transe, c'est de vivre ce moment de dissociation dans lequel je dois, là aussi je réutilise le terme, consentir à me désunir, c'est-à-dire précisément à fonctionner par partie. Et la particularité de la chose, c'est que si on arrive à bien fonctionner par partie, alors on peut se relier à quelque chose ou la perception de quelque chose qui est plus grand. Si j'essaye de ressentir, d'être à la fois dans un ressenti, une perception, une pensée, une expression, une attention, et que je me dis, bon, alors, est-ce que tout ça peut s'étendre pour arriver à quelque chose d'autre? Du coup, je vais effectivement passer à côté. Et donc, ce temps, en fait, premier, c'est un temps dans lequel il faut faire l'expérience de la manière dont on va se désagréger. Et c'est-à-dire dont le moi va sembler nous quitter. Le moi est toujours là. La meilleure expression que l'on en a, c'est que quand on demande à la personne après comment ça s'est passé, elle parle de son expérience. Si le moi avait totalement disparu, la personne ne pourrait pas qualifier son expérience. Donc le moi est là, mais tout d'un coup, il passe sous le tapis. Et il y a tout le reste qui va apparaître. Et ce moment-là, il est tellement atypique que souvent on a l'impression de se dire « Waouh, je viens de le connaître, et donc il s'est passé quelque chose qui va me transformer. » En fait, il vient de se passer quelque chose d'exceptionnel, mais si l'on souhaite qu'il y ait un effet thérapeutique, c'est là où l'histoire commence. Le miracle n'est pas si souvent que ça, même si Mauricio nous a proposé Sainte Catherine tout à l'heure comme élément d'inspiration. Merci beaucoup, Antoine. Merci.